Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce grand entretien de Ciel et Espace, enregistré donc en public à la Cité internationale universitaire de Paris avec le partenariat du Club des chercheurs de la Fondation Victor Lion, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la ville de Paris, sous la houlette évidemment de l'Association française d'astronomie et de sa revue Ciel et Espace. Elsa Ducrot, bonjour. Bonjour. Vous êtes, Elsa, astronome adjointe à l'Observatoire des sciences de l'univers Paris-Sud, donc CEA Paris-Saclay. Oui. Vous travaillez sur les exoplanètes, et en particulier celles qui sont potentiellement rocheuses et situées dans la zone habitable de leur étoile. Alors on va en parler, parce que le 15 mai 2024, donc cette année, dans Nature Astronomy, vous co-signez avec une équipe scientifique, et en qualité de premier auteur, un article annonçant une découverte, la découverte d'une planète rocheuse de la taille de la Terre, orbitant autour d'une étoile naine ultra froide. J'ai utilisé les mots exacts pour la décrire. Le projet s'appelle Speculos, la planète s'appelle Speculos 3b, et c'est la seconde fois qu'un tel système planétaire est mis à jour. Voilà mon introduction, mon entrée, et je voudrais vous demander une chose. À supposer qu'on puisse voyager de façon imaginaire dans un vaisseau spatial virtuel, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qu'est cet endroit particulier où se trouve une planète dite Speculos 3b. Oui, alors d'abord, je voulais juste préciser que je ne suis pas premier auteur de cette publication. C'est mon directeur de thèse, Michael Gillon, mais je peux tout à fait parler du système et j'ai été impliqué dans la découverte. Donc Speculos 3b, là, on est sur une planète rocheuse qui a exactement la taille de la Terre, mais par contre, pas du tout les mêmes propriétés. On est plutôt sur quelque chose qui ressemble à Mercure. Donc on ne s'attend pas du tout à quelque chose d'habitable. En comparaison, on a plein d'autres planètes dont on pourra parler, notamment Trappistin, qui sont un peu les planètes un peu phares en ce moment. Je les mettrai en parallèle avec Speculos 3b. Mais Speculos 3b, on s'attend à ce qu'elle n'ait pas forcément d'atmosphère. Par contre, elle est quand même autour d'une étoile qui est très froide. Et ça, c'est très favorable pour nous, parce qu'on utilise une méthode de détection qui s'appelle la méthode des transits. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la lumière de l'étoile en fonction du temps, et on regarde quand la planète va passer devant l'étoile, du point de vue de l'observateur. Du coup, de votre point de vue d'observateur, le flux de l'étoile va baisser un tout petit peu quand la planète va passer devant. Et cette extinction du flux, cette petite baisse de flux, c'est quand même assez petit, mais c'est proportionnel au rapport de rayon de la planète sur le rayon de l'étoile. Ça veut dire que plus la planète est grosse, plus c'est facile, et plus l'étoile est petite, plus c'est facile. Donc si on vise une planète de la taille de la Terre, on ne change pas la taille de la planète, autour d'une étoile comme le Soleil, c'est très difficile. On a une extinction de flux qui est de 0,01%. On ne le voit pas depuis le sol, c'est vraiment très compliqué. Par contre, si on prend une étoile toute petite, là, l'extinction de flux, elle est de 1%, et ça, on le voit depuis le sol avec des télescopes comme les télescopes Speculos, dont je vais vous parler après, et le télescope Trappist, qui est des petits télescopes, c'est 1 mètre de diamètre leur miroir, donc c'est vraiment pas quelque chose de très grand. Et donc voilà, pour revenir à Speculos 3b, elle a cet avantage, c'est qu'elle a un signal assez fort. Pour une toute petite planète, elle a un signal fort, parce qu'elle est autour d'une étoile très froide. Par contre, au niveau habitabilité, je ne m'avancerai pas du tout. Même atmosphère, je ne m'avancerai pas. Mais on peut faire quand même beaucoup de choses avec James Webb dessus, si jamais on va en discuter sur la surface de cette planète. Alors, je vais vous embêter parce que vous ne m'avez toujours pas emmené dans un vaisseau spatial imaginaire. Oui, vous ne m'avez pas fait visiter cet endroit. Et puis, il y a des choses que je ne comprends pas, parce que qu'est-ce que c'est qu'une naine rouge ultra froide? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui. Donc, j'ai vraiment besoin que vous m'accompagniez, que vous me racontiez quel est cet endroit particulier, parce qu'il est assez désarçonnant. Alors déjà, on va voyager dans ce vaisseau imaginaire pendant 52 années-lumière, donc c'est pas la porte à côté. On arrive là-bas, en effet, on a un système, donc actuellement, que l'on sache, il n'y a qu'une planète, peut-être qu'on en découvrira d'autres, qui est très proche de son étoile. On atterrit dessus, mais alors là, les tours, les années pour cette planète,
c'est de l'ordre de quelques jours, même pas, à vrai dire, je crois que c'est 72 heures, donc c'est excessivement rapide. On a beaucoup d'anniversaires tout le temps, voilà. Donc on arrive là-dessus, on est vraiment sur une planète où on peut s'imaginer, comme pour Mercure, vraiment des roches peut-être noires, volcaniques, peut-être un peu grises, et pas du tout très hostiles. C'est la taille de la Terre? Oui, elle est la taille de la Terre. Donc la gravité, on peut se dire que c'est à peu près la même. Par contre, au niveau de l'étoile qui nous illumine, ça n'a rien à voir. On n'a pas du tout une étoile comme le Soleil, on a une étoile beaucoup plus froide, beaucoup plus petite. Elle est 10 fois plus petite que le Soleil. Et on appelle ça une naine rouge. Et en plus de ça, c'est vraiment dans les naines rouges les plus froides. Donc on appelle ça une naine rouge ultra froide. Voilà, ça c'est notre vocabulaire. Et le mot froid signifie quoi dans cette affaire-là? Alors ouais, au niveau température, si ça se traduit quand même, donc ça reste une étoile. C'est quand même différent d'une planète. Donc au niveau température, on est sur 2500 Kelvin, ce qui est la moitié de la température du Soleil. Si ça peut faire une référence, le Soleil c'est plutôt dans les 5500. Voilà, on est plus ou moins à la moitié. C'est la taille de Jupiter à peu près? À peu près, un peu plus gros, mais c'est à peu près ça. Ouais, en effet, on pourrait. D'ailleurs, on fait souvent ça avec le système trappistien. Souvent, on compare le système jovien, donc Jupiter et ses lunes, à ces systèmes autour d'étoiles ultra froides, parce qu'elles sont tellement plus petites qu'un Soleil que ça n'a vraiment rien à voir en fait. Mais on les qualifie toujours d'étoiles? Oui, c'est des étoiles, parce que la fusion nucléaire a quand même lieu. Donc on a, pour simplifier les catégories, on a les étoiles, où il y a la fusion nucléaire qui crée de l'énergie, comme vous le savez. Les planètes qui, elles, ne créent pas leur propre énergie. Après, elles réfléchissent et elles émettent du rayonnement dans le thermique. Et la troisième catégorie dont on parle moins, c'est les naines brunes, qui sont, on pourrait simplifier, des étoiles ratées. Voilà. On va dire que c'est un peu l'objet entre les deux. C'est pas trop l'objet de cet entretien, mais c'est un peu les trois catégories. Mais ces naines rouges donc, sont légion quand même dans l'univers, en tout cas dans la galaxie. Ça, c'est quand même ça qui est impressionnant, qui est très intéressant, c'est que ce sont les étoiles les plus communes. Alors on peut se dire que c'est parce que c'est le plus simple à faire, en fait, parce qu'elles sont plus petites, elles nécessitent moins d'hydrogène. Et donc c'est les plus communes, c'est celles qu'on a partout dans notre galaxie et beaucoup plus en quantité dans l'univers. Le Soleil n'est donc pas l'étoile la plus commune, c'est une naine rouge, l'étoile la plus commune. Et donc comprendre les planètes autour de la naine rouge, c'est primordial parce que c'est les systèmes exoplanétaires les plus communs. C'est ceux que donc si la vie doit apparaître, et j'espère que c'est le cas, apparaît autour d'une autre étoile, sur une planète autour d'une autre étoile, mais il y a plus de chances proportionnellement que ça soit des systèmes. Mais ce qui paraît curieux aux béotiens, si je puis dire, c'est de se dire que autour d'une étoile très petite, froide, entre guillemets, hein, pour l'astronome, on trouve des planètes de la taille de la Terre. On pourrait se dire qu'on va trouver des planètes plus petites aussi, d'une certaine façon. Oui, alors c'est quand même... Non, on arrive à expliquer au niveau des mécanismes de formation qu'on a pu arriver à faire des petites planètes comme ça, de cette taille-là, de taille de la Terre, autour de d'étoiles ultra froides. J'ai utilisé un jargon encore du domaine. Étoiles ultra froides. Ça, on l'explique bien. Non, il y a assez de matériel dans les disques protoplanétaires, donc ces disques de poussière et de gaz où les planètes se créent. Par contre, on a vraiment du mal à comprendre qu'on puisse y former des planètes plus grosses. Et pourtant, on les observe. Donc encore une fois, là, on s'écarte de Spéculoos 3b, mais on observe des grosses planètes autour d'étoiles très petites, et ça, c'est compliqué au niveau formation planétaire pour le moment. Restons sur ce que vous décrivez dans l'article, c'est-à-dire Spéculoos 3b, c'est une planète donc, qui tourne, vous l'avez dit, très très rapidement autour de son étoile, et donc qui lui présente toujours la même face en plus. Oui, alors du coup, on est souvent dans ce cas-là, à partir d'une certaine proximité à l'étoile, on arrive dans un cas de rotation synchrone. Ce que ça veut dire, c'est que la planète, en effet, montre toujours le même côté à l'étoile et l'autre côté toujours au reste de l'espace. On connaît cette situation très bien avec la Lune, qui nous montre toujours la même face, elle est synchrone avec la Terre. Et donc, ces planètes autour d'étoiles ultra froides, sont également quasiment toutes synchrones dès qu'elles sont très proches. Et comme elles sont beaucoup très proches, là, elles sont nombreuses à être très proches, elles sont quasiment tout le temps synchrones, ce qui apporte beaucoup de questions au niveau de l'habitabilité. Donc, alors pour Spéculoos 3b, il se trouve qu'on ne pense pas qu'il y a une atmosphère, mais peut-être qu'il y en a une. Mais on s'attend à avoir un côté qu'on va dire jour, qui est face à l'étoile, qui doit être vraiment très très chaud, et un côté nuit qui doit être vraiment très très froid. C'est crème brûlée d'un côté et puis une boule de glace Exactement. de l'autre. Et donc le Terminateur, là où c'est entre les deux. Le Terminateur, donc c'est cette limite entre le côté jour et le côté nuit pour ces planètes-là. Et là, il y a en effet une alternance très forte, un gradient très fort de température.
Après, quand on s'intéresse à des planètes autour d'étoiles froides qui, cette fois-ci, vont être un peu plus loin que Speculoos 3, donc plus dans la zone habitable que vous avez évoquée, là où on peut s'imaginer avoir une atmosphère, il y a aussi des questions qui se posent. Même s'il y a une atmosphère, est-ce qu'il peut y avoir vraiment une redistribution de chaleur entre ce côté jour et ce côté nuit? Et les modèles 3D de climat montrent que oui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même sans, avec cette rotation, avec ce cas synchrone, on peut avoir de la redistribution quand il y a une atmosphère. Ça peut chauffer d'un côté et se redistribuer vers le côté nuit. Donc la présence, voilà, ça ne tue pas la possibilité d'un environnement habitable d'avoir cette rotation synchrone. Même si ça modifie énormément ce que nous on connaît, c'est très très différent. Alors, pourquoi avoir pointé cette étoile particulièrement? Parce que s'il y en a des milliards dans l'univers et qu'elle est toute petite et que finalement, on ne sait pas grand-chose dessus, pourquoi celle-là en particulier? C'est une bonne question. Alors, du coup, on va revenir à l'explication un peu historique du projet Speculoos, c'est plus simple. Donc, moi, pour ma part, j'ai rejoint l'équipe Speculoos en 2017 pour mon doctorat. Et Speculoos, c'est évidemment un projet belge, qui veut dire en anglais « Search for Habitable Planet Eclipsing Ultra-Cool Stars », ce qui se traduit en français par « Recherche de planètes potentiellement habitables en orbite autour d'étoiles froides ». Donc voilà, on a changé un peu les lettres comme ça nous a arrangé pour faire Speculoos. Le cousin de Speculoos, c'est évidemment TRAPPIST, qui est également un projet belge qui cherche également des planètes. Donc le but derrière tout ça, à part les acronymes très sympathiques, c'est de se concentrer sur ces étoiles froides. Pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup plus de signal si on veut regarder des planètes qui sont de la taille de la Terre. Mais il n'y a pas que ça comme raison, il y en a plusieurs, il y en a d'autres, notamment la zone habitable, on l'a pas définie. Cette zone habitable, c'est la zone où il fait ni trop chaud ni trop froid pour que potentiellement une planète avec une atmosphère, une planète rocheuse avec une atmosphère, puisse avoir de l'eau liquide à sa surface. Donc voilà, c'est un proxy, clairement, parce que personne ne garantit qu'une planète en zone habitable va être habitable et qu'une planète qui n'est pas en zone habitable ne va pas être habitable. C'est pour ça que le terme est un peu ambigu. Voilà, tout à fait. Le terme est ambigu et nous, on l'utilise vraiment comme, voilà, je répète, un proxy. C'est juste une manière de savoir un peu où chercher. Ce qui n'empêche que, vous le savez très bien, il y a des missions entières qui sont dédiées aux lunes de Jupiter pour aller chercher potentiellement la présence d'organismes vivants. Et évidemment, les lunes de Jupiter ne sont pas en zone habitable. Donc ça montre bien les limites de ce concept. Mais bon, si on se base sur ce concept, parce qu'il faut bien commencer quelque part, et on sait que la seule vie qu'on connaît, c'est la vie sur Terre. Et la vie sur Terre, elle a quelque chose de très particulier, c'est qu'elle est vraiment construite tout autour de l'eau liquide, son solvant. Donc voilà, on se base sur l'hypothèse qu'on cherche à avoir de l'eau liquide à la surface. Après, on peut vraiment questionner la robustesse. Voilà l'objectif de base. Et maintenant, si on veut regarder donc cette zone habitable autour du Soleil, vous la voyez à peu près. Elle est en gros entre Vénus et Mars. Nous, on est dedans, heureusement. Voilà. Pour le moment. Sinon, la définition serait vraiment très fausse. Donc voilà, on est dedans. Après, si on change d'étoile, la zone habitable va changer. Si on prend une étoile plus chaude, évidemment, la zone habitable sera plus loin, parce qu'il faudra être plus loin pour avoir la même température entre 0 et 100 degrés à la surface, donc l'eau liquide. Et si on prend une étoile beaucoup plus froide, comme Speculoos 3, alors à ce moment-là, on peut être beaucoup, beaucoup plus près pour avoir les mêmes températures. Donc Speculoos 3b, je vous ai dit, elle n'est pas très habitable, mais si on prend le système trappistin, qui était le premier système trouvé par ce projet Speculoos TRAPPIST, là, il y a 7 planètes autour d'une étoile très froide également, et dans les 7, il y en a 3 qui sont en zone habitable. Donc ça, c'est super. Et leur période, ça n'a rien à voir avec la période de la Terre. La Terre, c'est 365 jours, ça vous le savez bien. Mais TRAPPIST 1e, qui est en plein milieu de la zone habitable, c'est 6 jours. Non, mais c'est un système absolument incroyable. Parce que celui-ci, ça vaut le coup de détailler. Vraiment, ah oui. Vous dites, c'est une toute petite étoile aussi. Oui. 7 planètes qui tournent autour. Oui. Pratiquement de la taille de la Terre. Oui, toutes. Et si on mettait ça à la place du Soleil et du système solaire, on aurait 7 planètes entre Mercure et le Soleil, en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est invraisemblable. C'est un système excessivement compact. Et vraiment rien à voir avec... vraiment beaucoup, beaucoup plus compact. On ne peut même pas imaginer... Par contre, les planètes, elles ont la même taille que la Terre. Donc, même quand on est sur une de ces planètes et qu'on regarde dans le ciel, on voit vraiment la taille apparente des autres. On peut s'imaginer... on les voit plus grosses qu'on ne voit la Lune depuis la Terre, par exemple.
Donc c'est vraiment à la Star Wars, un petit peu. Ouais, non mais c'est un système fascinant quand même. Oui, fascinant. Et pour l'instant unique quand même. On n'a pas trouvé quelque chose qui ressemble à ça. Non, alors en fait, c'est aussi un sacré coup de bol quand même de tomber sur ce système-là parce que y a 7 planètes et elles sont toutes dans le même plan qui est aligné avec notre ligne d'observation. Ouais. C'est-à-dire que quand je vous parlais tout à l'heure de la méthode des transits, donc ce passage de la planète devant l'étoile, vous avez bien conscience que ça passe pas, ça n'arrivera pas tout le temps. Il y a une probabilité de transiter. Mais je vous ai interrompu parce que vous parliez de Spéculoos. Oui, voilà. Mais donc pour revenir à notre trapistin, c'est vraiment un coup de chance. On y reviendra, j'imagine. Et donc pourquoi on a regardé cette étoile-là? Donc Spéculoos, on se concentre sur les étoiles froides parce que on a des passages, des extinctions de flux qui sont plus grandes, et aussi parce que les planètes en zone habitable, elles ont des périodes qui sont beaucoup plus courtes. Donc du coup, quand on voit passer une fois la planète, on n'a pas à attendre 365 jours qu'elle repasse une deuxième fois. On a juste 6 jours à attendre, ce qui est quand même beaucoup moins long. Ouais. Et donc, en accumulant des passages, on améliore énormément notre précision également. Quand vous dites des extinctions de flux, ça veut dire que comme c'est une petite étoile, elle rayonne moins que le Soleil, par exemple. Donc, ça veut dire que on peut mieux voir autour de cette étoile? Non, pas exactement. En fait, c'est vraiment il n'y a pas à voir vraiment avec le flux lui-même de l'étoile. Ce qui compte, c'est le rapport de taille. Parce qu'en fait, vous avez un gros cercle qui est l'étoile, qui vous envoie de la lumière. Oui. Et quand il y a un petit cercle qui est la planète qui se met devant, il cache la taille de... il cache la lumière qui allait sur ce cercle. Et donc, du coup, vous faites un rapport d'air. Et les airs, si on se remet en maths, au lycée, une aire, c'est pi r carré. Et donc, on fait le rapport de l'air caché par la planète, donc pi r carré avec le rayon C, le rayon de la planète, sur pi r carré, le rayon de l'étoile. Et donc, en fait, finalement, tout ça, c'est proportionnel au rapport de rayon de la planète sur le rayon de l'étoile. Il n'y a pas vraiment de question de quel type d'étoile on regarde. Là, pour l'instant, c'est géométrie. Voilà, il faut être dans l'axe et il faut avoir soit une grosse planète, soit une petite étoile. Alors si on a les deux, alors là on a un signal super grand. Alors pourquoi cette planète particulière? Et cette étoile, pardon. Donc nous, Spéculoos, on sait que pour chercher des planètes en zone habitable, il faut regarder des étoiles froides parce qu'on a beaucoup de signal et en plus elles passent tout le temps, donc c'est facile de les revoir. Et pour vous dire la suite, avec le télescope spatial James Webb, c'est aussi les meilleures cibles parce qu'on a du coup beaucoup de signal et qu'on peut espérer aller regarder des atmosphères. J'imagine qu'on en parlera après. Donc bref, on en retient que meilleure cible pour regarder des planètes rocheuses en zone habitable actuellement, en tout cas, c'est les étoiles froides. Nous, ça on le sait. Donc du coup, ils ont organisé tout un survey, donc tout un suivi. On a dû s'organiser pour faire une liste de toutes les étoiles froides les plus proches, parce que si elles sont proches, elles sont aussi plus faciles à observer. On en a listé des milliers, et finalement on a pris les 1700 meilleurs, et donc ça c'est la liste de cibles du projet Spéculoos. Et vous avez combien de télescopes? On en a 8. 8 télescopes. Et 2 qui arrivent bientôt en plus, donc on en a 10. Qui sont dans le monde entier. Dans le monde entier. On en a on en a 4 qui sont à Paranal, au Chili, juste à côté du Very Large Telescope, c'est le VLT, qui est un des télescopes les plus connus dans le monde. Et on a vraiment de la chance, on est sur la montagne à côté. Alors nous, on est beaucoup plus petits, c'est des télescopes d'1 mètre, comme je vous disais, mais on est à côté. On en a 4 ici, on en a un au Mexique, à San Pedro de Martyrs, en Baja California, donc pas très loin de la Californie. On en a un autre aux Canaries, sur l'île de Tenerife. Et après, on a les 2 télescopes trappistes qui sont plus anciens, un qui est au Chili et un qui est au Maroc, à Ocaïmeden, qui soutiennent aussi le projet. Donc ça fait 8. Et il y en a 2 autres qui arrivent aux Canaries en plus. Donc on a vraiment de la chance. Et tous les soirs, ces télescopes, ils regardent à l'aveugle. On a des programmes. Ça, c'était mon travail de thèse des premières années. C'était faire un programme qui dit automatiquement au télescope où on en est dans la liste de cibles, lesquelles sont visibles, lesquelles ne sont pas visibles, lesquelles on regarde et pendant combien d'heures il faut les regarder pour bien couvrir les planètes. Et vous restez combien de temps sur une étoile? Donc on a trouvé, en faisant des calculs, estimé que si on reste 200 heures par cible, on couvre bien la zone habitable. C'est beaucoup. Donc c'est beaucoup, surtout depuis le sol, parce qu'on a l'interruption jour-nuit tout le temps, malheureusement. Ouais. Donc ça prend du temps. Et donc dans les 1700 cibles, vous imaginez bien qu'on ne les a pas toutes faites. On a commencé le projet, la première lumière de Spéculoos, on va dire que c'est 2017. Ouais. 2018, bon, voilà, le temps qu'il y ait les 4. Mais bingo, vous tombez sur Trappist. Voilà, Trappist était juste avant, parce que Trappist les Trappistes étaient là. C'est Trappist qui a vraiment lancé le truc. Le projet. Et nous, avec Spéculoos, on continue. Donc tous les soirs, chaque télescope regarde une étoile froide différente,
à la recherche et tous les matins, on analyse les données et on regarde si on a une planète qui passe devant notre étoile. Donc ce petit U dans nos données. Ça, c'est notre travail quotidien. C'est beaucoup automatisé, évidemment. Ouais. Et de temps en temps, on a des coups de chance. Donc, évidemment, Trappistin, ça c'était en 2016-2017. C'était incroyable. On en a vu 3, puis après, avec des télescopes spatiaux, on en a trouvé 7. Enfin, incroyable. Et après, on a eu Speculoos 2. Donc, en fait, pour l'anecdote, juste, Speculoos et Trappist ont un petit peu fusionné, parce que c'est le même cas scientifique. Du coup, il n'y aura jamais de Speculoos 1, en fait. Speculoos 1 égale Trappistin. Donc, c'est pour ça que l'équilibre. Donc, c'est Trappistin, Speculoos 2. Et il n'y aura plus jamais de Trappist 2. Voilà, donc au moins. Et Speculoos 2, c'était pour le coup des planètes un peu plus grosses que la Terre, autour aussi d'une étoile assez froide, mais pas aussi froide que celle qu'on vient de trouver. Speculoos 3, ça c'est l'étoile, et Speculoos 3b, c'est sa planète. Voilà. Mais donc on en est là. Mais vous suspectez la présence d'autres planètes? Alors malheureusement, autour de Speculoos ou pas du tout? Autour de Speculoos 3, on regarde, on n'en voit pas. On n'a rien dans les données. Après, on regarde aussi s'il y a dans les effets dynamiques, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans notre système solaire. On peut avoir une planète plus loin qui va perturber l'orbite de la planète qu'on connaît. Oui. Et donc, en étudiant bien l'orbite de la planète qu'on connaît, on peut se dire, voilà, c'est bizarre, elle est en avance ou elle est en retard par rapport à ce qu'on pensait. C'est peut-être dû à une autre planète, et dans ce cas-là, on déduit. Le meilleur exemple, c'est le système solaire avec la découverte de Neptune par le calcul. Donc ça, c'était Urbain Le Verrier et Adams côté Angleterre qui ont indépendamment découvert que c'était Neptune qui perturbait le mouvement d'Uranus et ils ont découvert Neptune sans la voir en fait par le calcul. Enfin, après, ils l'ont vu, mais ça, c'est quand même un des meilleurs exemples. Et on fait la même chose avec les exoplanètes. On regarde les mouvements de planètes connues pour voir si derrière, il y en a d'autres. Sur Speculoos 3b, pardon, pour l'instant, elle se comporte vraiment comme une planète assez seule. Et on ne voit pas d'influence dynamique. Et dans les données, on ne voit pas d'autres passages de planètes. J'aime bien que vous utilisiez le mot « voir » parce qu'en fait, vous ne voyez rien. Oui, c'est vrai. C'est simplement de la déduction par rapport à un flux d'énergie. Hein, donc alors, exactement, c'est ça. C'est pas de ça, c'est malheureusement, j'en rêve, ça arrivera. Vous êtes une observatrice qui n'observe pas et qui en déduit la présence de quelque chose que vous ne voyez pas. Exactement, c'est ça, c'est beau. Hein. Non, donc oui, la méthode la plus intuitive, évidemment, ce serait de faire une photo de ces planètes. On appelle ça l'imagerie directe. Mais malheureusement, il y a énormément de limitations à ça pour le moment. C'est clairement une méthode d'avenir et je pense que sur l'horizon 2040-2050, j'espère, à la fin de ma carrière, il y aura tout ça. Mais donc, du coup, on se rapatrie sur des méthodes indirectes, comme la méthode des transits, où là, on regarde les méthodes en fait, temporelles, où on regarde la variation du flux en fonction du temps, quand les planètes vont passer devant. Voilà. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des faux, ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire une alerte, et puis vous dites « Ah, j'ai trouvé quelque chose », puis en fait, ça ne se révèle pas être juste parce que c'est peut-être l'étoile elle-même qui a eu un sursaut ou une activité, enfin, je ne sais pas, mais... Tout à fait. Alors, les faux positifs, ça n'a pas... il y en a plusieurs. Ça va pas être l'étoile seule, c'est pas du tout les mêmes genres de signaux et c'est pas la même... régularité, enfin si l'étoile varie, on voit vraiment que c'est quand même vraiment différent d'une planète. Par contre, les faux positifs qu'on peut avoir, c'est deux étoiles qui se tournent autour, avec une qui est assez décalée pour qu'en fait on ait que des extinctions assez limitées. D'accord. Donc on pense que c'est petit, mais en fait c'est juste qu'elles sont orientées d'une certaine manière où elles se cachent pas totalement. Donc ça c'est possible. On peut avoir ces fameuses naines brunes dont je parlais qui sont pas vraiment des étoiles. Et qui ne sont pas vraiment des planètes non plus, qui ne sont pas des planètes du tout même, qui peuvent être petites et passer dans des systèmes autour d'autres étoiles. Les systèmes binaires, donc d'avoir deux étoiles qui se tournent autour, c'est très fréquent. On a même des systèmes avec 3 étoiles. Donc ça, c'est les positifs qu'on voit beaucoup. Mais c'est facile à enlever. Après, à trouver. On a plusieurs méthodes pour après... à chaque fois qu'on doit publier un papier de confirmation d'une planète, on a une série de checks, de petits check-up à faire pour garantir que c'est bien une planète et pas autre chose. C'est validé par la communauté. D'ailleurs, on voit bien sur les sites, si vous regardez nombre d'exoplanètes connues, vous avez toujours un nombre de candidats et un nombre de confirmés. Et ça, il y a les papiers à écrire. C'est un peu comme les élections. Je ne pas. Voilà, c'est ça. Mais il faut faire les papiers pour aller... Voilà. Alors, l'enjeu, et moi, ce qui a attiré mon attention, évidemment, c'est... vous écrivez dans ce papier que avec donc les instruments qui arrivent aujourd'hui, c'est-à-dire le James Webb Telescope, avec
un certain nombre de télescopes au sol futurs, comme le grand télescope de 32 mètres européen qui arrive dans le futur, vous allez peut-être réussir à savoir, alors d'abord, s'il y a une atmosphère autour de cette planète, et s'il n'y a pas d'atmosphère, savoir quelle est la nature de sa surface. Et alors là, on fait un bond qui est quand même significatif, parce que depuis 1995, on sait qu'il existe des exoplanètes, c'était déjà une étape absolument fantastique. Maintenant, on sait qu'il y en a partout, et aujourd'hui, vous dites, on devrait savoir s'il y a des atmosphères et peut-être voir ce qu'il y a à la surface. Comment allez-vous procéder pour la première question? C'est, y a-t-il une atmosphère? Et deuxièmement, s'il n'y a pas d'atmosphère, comment allez-vous faire pour savoir ce qu'il y a à la surface? Ouais, alors... Vous avez 2 heures. Du coup, je ne sais pas si j'introduis rapidement peut-être le James Webb Space Telescope. Faites ce que vous voulez. Alors, pour l'introduire très rapidement, c'est un télescope spatial. Si on le compare avec un télescope très connu, c'est le télescope Hubble. Hubble, il est aussi dans l'espace et il a un miroir qui fait 2,4 mètres de diamètre, ce qui est déjà bien conséquent, et il fait de la science extraordinaire depuis plus de 30 ans. C'est impressionnant. Et James Webb, là, on a un télescope avec un miroir de 6,50 mètres, donc c'est quand même vraiment beaucoup plus grand. On récolte beaucoup plus de lumière, on a beaucoup plus de précision. Et surtout, il ne faut pas penser que James Webb remplace Hubble. James Webb complète Hubble, parce que James Webb ne regarde pas du tout dans les mêmes couleurs, dans les mêmes longueurs d'onde. James Webb, il va commencer à peu près dans le visible, et il va aller vraiment dans le milieu de l'infrarouge, jusqu'à 28 microns, je ne sais pas si ça parle à des gens. Pour faire une comparaison, l'œil humain, le visible, c'est à peine au total, du rouge au bleu, c'est même à peine 1 micron. Et là, on va couvrir 28 microns. Donc c'est vraiment énorme la couverture spectrale qu'on peut avoir. Et il y a plein d'instruments avec plein de modes différents. Voilà, c'est mon introduction très rapide de James Webb. Alors avec ça, énormément de sciences. Il y a il y a de la cosmologie, il y a des galaxies, il y a de la physique stellaire, et il y a 25% d'exoplanètes. Donc on a vraiment... C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, surtout que le télescope n'a pas du tout été créé pour ça. Parce que James Webb a été créé bien avant que la première exoplanète, bien avant, un peu avant que la première exoplanète soit découverte. Donc on n'est pas dans les mêmes. Donc c'est adapté à la mode, à la mode exoplanète. Et donc les atmosphères. Voilà, les atmosphères. Maintenant qu'on a tout ça, on a plusieurs instruments. On a des instruments qui font, ça s'appelle de la photométrie, donc plutôt des photos, un peu comme des caméras. Et on a des spectromètres qui eux vont décomposer la lumière à la façon d'un prisme, donc vraiment comme on peut l'imaginer dans la couverture de l'album des Pink Floyd. Voilà, on va décomposer la lumière. Et on a toutes les couleurs. Et ce qu'on va faire, nous, on va regarder nos planètes qui sont en transit, donc elles vont passer devant leur étoile, avec ce spectromètre. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va regarder dans toutes les couleurs le transit. Et en fait, notre planète, nous, on l'imaginait, quand on la détecte, on l'imagine un peu comme un caillou noir. Enfin, c'est ça, là, pour la détecter, c'est juste ça. Et pour la caractériser, là, on se dit, en fait, elle a une couche très fine autour d'elle qui est son atmosphère, potentiellement. Et les rayons qui arrivent de l'étoile, ils sont tous bloqués par le caillou, mais ils ne sont pas tous bloqués par l'atmosphère. Là, ils vont passer à travers l'atmosphère, ils vont arriver dedans, et certains rayons vont être bloqués, et d'autres non. Et ça, c'est en fonction des molécules qui sont présentes dans l'atmosphère. Donc, typiquement, le CO2, donc le dioxyde de carbone, il y a des bandes très connues dans l'infrarouge, à des endroits très précis, parce que grâce à plein de gens qui ont beaucoup travaillé sur Terre, ils ont fait des spectres très très précis de toutes les molécules connues. Donc, on sait exactement où le CO2 absorbe, on sait exactement où l'eau absorbe, on sait exactement où l'oxygène absorbe, etc. Donc, nous, on revient à notre planète. Si je regarde exactement dans la bande du CO2, à 15 microns, la taille apparente de ma planète va me paraître un tout petit peu plus grande, parce que cette fois-ci, en plus d'avoir le caillou qui bloque l'atmosphère, qui bloque la lumière, j'ai aussi l'atmosphère qui bloque la lumière. Et après, si je regarde maintenant dans une couleur plus dans le bleu, enfin, je simplifie, là, d'un coup, les rayons passent à travers. Donc là, ça me paraît plus petit. Donc moi, après, nous, ce qu'on fait tous, c'est qu'on regarde, on trace en fonction du temps la profondeur de cette extinction, de ce transit, en fonction de la couleur. Et là, on voit que c'est pas tout plat, ça change. Parfois, c'est plus profond, parfois, c'est moins profond. Et on voit des bosses et des trous. Et ces bosses et ces trous, on les compare aux molécules qu'on connaît. Où on regarde où est-ce qu'il y a des bosses et des trous dans les molécules qu'on connaît. Et là, on identifie parfaitement. On sait, là, j'ai une grosse absorption à 15 microns, c'est du CO2, c'est sûr. Et en plus de ça, en général, toutes les molécules ont plein de bandes différentes. Et comme on couvre 28 microns, à peu près, on les reconnaît différemment. Oui. Alors ça, c'est théorique, parce que pour l'instant, vous n'avez trouvé aucune atmosphère autour d'aucune planète. De rocheuses. On a plein d'atmosphères autour de planètes gazeuses, et on a même des atmosphères autour de planètes
que malheureusement on n'a pas dans notre système solaire, mais qui sont très répandues, qui sont des planètes qu'on appelle des super-Terres et des sous-Neptunes. Alors, super-Terre, super-Terre, c'est des planètes où on sait qu'elles sont très denses, donc elles ont l'air d'avoir vraiment de la densité comme de la roche, mais elles font des rayons de 2 fois la taille de la Terre. Donc c'est quand même vraiment différent de nous. Et sous Neptune, ça va être quelque chose qui est plus petit que Neptune, et qui va, pour le coup, peut-être pas avoir une densité un peu plus faible, et donc peut-être plus gazeux, mais c'est encore pas hyper clair de ce qu'elles sont composées. Et celles-là, avec James Webb, on arrive à voir leur atmosphère, très bien même. On arrive là, c'était une des révolutions de l'année dernière, on a découvert des signatures de méthane dans des atmosphères de sous-Neptune. Donc vous savez comment faire. Voilà. Maintenant, quand est-ce que vous faites? Alors voilà, exactement. Donc maintenant, en fait, on va toujours, c'est comme toujours avec tout nouveau télescope, on va toujours dans les limites de ce que le télescope peut faire. Oui, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et donc on fait avec James Webb, super pour tous les Jupiter proches de leur étoile, on a des atmosphères, pas de problème. Sous Neptune, super-Terre, ça marche vraiment bien. Et maintenant, voilà, il faut attaquer aux rocheuses, celles de taille qu'on connaît, de taille de la Terre. Et voilà, c'est un peu compliqué, c'est faisable, mais ça prend du temps et c'est compliqué. Donc si on revient par exemple au système trappistin que j'ai évoqué plusieurs fois, ce système de 7 planètes, il est autour d'une étoile très froide, les signaux sont donc assez proéminents, et maintenant le but c'est de regarder s'il y a une atmosphère ou pas, quoi. Et le problème c'est que c'est quand même un peu compliqué, il faut accumuler beaucoup de passages pour réduire vraiment les barres d'erreur. Et actuellement les données sont en train d'être acquises. On a eu 300 heures au total, avec plein de programmes différents, 300 heures de temps de James Webb sur les différentes planètes trappistins. Elles sont toutes regardées en transit, au moment où la planète passe devant. Et au niveau des résultats qui sont sortis, pour l'instant, on n'a pas encore tout qui est sorti. Ça prend vachement de temps déjà d'analyser tout. Parfois aussi, on demande de nombreuses visites. Donc on ne publie pas avant que toutes les visites soient acquises, ce qui paraît logique, parce que comme on demande 16 visites, on ne va pas publier sans avoir les 16. Donc voilà, donc ça prend du temps. Et aussi... Mais j'ai cru comprendre que c'était pas très positif pour l'instant. Alors, ce qui est pas très positif, j'y viens, Oui. Mais il y a juste un petit truc, c'est que ce qui est un peu embêtant avec le transit de ces planètes rocheuses autour d'étoiles petites, c'est que les étoiles nous embêtent. En fait, ces étoiles petites, ces étoiles froides, elles sont pas totalement homogènes, elles sont pas vraiment organisées pareil, de manière homogène, un peu comme un peu le Soleil. Elles ont vraiment des taches chaudes et des taches froides, encore plus qu'il y en a sur le Soleil. On en a de temps en temps sur le Soleil, mais là il y en a vraiment beaucoup. Et ces taches chaudes et ces taches froides, elles ont leur propre signature spectrale. Et elles viennent contaminer en fait nos spectres de planètes, et on n'arrive plus trop à savoir ce qui vient de l'étoile et ce qui vient de la planète. Donc on va y arriver à modéliser tout ça, mais pour l'instant ça ralentit un petit peu les publications parce qu'il faut le temps de trouver les bons modèles pour modéliser ces tâches, etc. Donc on se rapporte sur une autre méthode, et c'est là qu'on va pouvoir parler de ce qu'on a trouvé. C'est la méthode des occultations. Donc cette fois-ci on ne regarde pas quand la planète passe devant l'étoile, on regarde quand elle passe derrière. Ce qui va se passer cette fois-ci, c'est qu'on regarde la baisse de flux dû au fait que la planète va être cachée par l'étoile. Oui. C'est beaucoup plus petit que le transit, qui est le moment où elle passe devant. C'est vraiment beaucoup plus faible, mais James Webb, ça, il y arrive aussi. Et notamment, il y arrive bien si on regarde vraiment dans l'infrarouge, donc dans le thermique, parce ce qu'on regarde, c'est la chaleur de la planète. On regarde juste avant, quand on a étoile plus planète, et pendant, où on n'a que étoile, parce qu'elle est cachée derrière. Voilà. Et en plus, on a quand vous l'imaginez, elle tourne là, vous avez vraiment le côté jour de la planète, donc le maximum, le plus chaud qu'elle peut vous faire, et après le moment où elle passe derrière. Pour donner une comparaison, j'ai lu que ça consistait à essayer de détecter 4 ampoules éteintes sur un paquet de 10 000. C'est à peu près ça. Ouais, peut-être. C'est une bonne comparaison. Je l'avais pas vu. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Ouais, voilà, c'est vraiment. Ouais, pour comparaison, moi pendant ma thèse, j'avais travaillé sur essayer de détecter ces petites occultations là, notamment une des planètes s'appelle Trappistin B, c'est la plus proche de l'étoile, c'est la plus chaude aussi, donc normalement la plus simple à voir en occultation. Et j'avais regardé avec le télescope spatial Spitzer, qui lui pour le coup était un peu l'ancêtre de James Webb, qui maintenant est retraité et ne marche plus malheureusement. C'est un télescope qui fait que 1 mètre, mais il a regardé vraiment dans l'infrarouge aussi. Et on avait accumulé plus de 1000 heures de données sur les planètes Trappistin, et j'avais 28 occultations de Trappistin B, 28 passages. Ouais. Et même en les additionnant tous ensemble pour avoir une meilleure précision, je voyais rien. Donc c'était vraiment... Et là, avec James Webb, en un passage, je l'ai vu direct. On l'a vu direct. Donc voilà. Et donc pour conclure par rapport aux atmosphères, on fait ce passage d'occultation, et à nouveau, on regarde dans plusieurs couleurs. Et parce qu'on va regarder à des longueurs d'onde différentes, donc 15 microns, 12,8 microns, 18 microns.
Et ça, on voit que la profondeur de l'occultation, donc le flux de la planète, va varier. Et ça, après, on le compare à des modèles d'atmosphère pour savoir si oui ou non il y a une atmosphère. Donc on utilise cette méthode alternative qui est beaucoup plus compliquée, mais qui fonctionne grâce à James Webb. Alors, réponse attendue pour quand sur cette atmosphère sur Speculoos 3b. Alors du coup, là, on n'a pas encore le temps sur James Webb. Je l'ai proposé. Bon, normalement, c'est anonyme les propositions, mais je ne pense pas que vous allez dire à la NASA que c'était moi. On a proposé. On va passer un coup de fil à Trump. Des personnes ont proposé d'observer Speculoos 3 avec le James Webb. Donc, pour expliquer, le James Webb, c'est comme un énorme scanner, ou si vous étiez en médecine, un énorme scanner que tout le monde veut utiliser. C'est le meilleur du monde. Sauf que bien sûr, on ne vous donne pas du temps comme ça. Donc, il y a un appel par an. L'appel, là, c'était le 16 octobre dernier. Un appel par an où on demande à tous les astronomes d'envoyer des propositions d'observation. On en envoie autant qu'on veut. Mais par contre, ça demande 6 pages à chaque fois. Et il faut expliquer pourquoi notre planète, c'est la meilleure, combien de temps il faut la regarder, qu'est-ce que ça apporte à la communauté, etc. Et donc nous, là, on a répondu à l'appel du 16 octobre pour... on dirait l'appel du 18 juin. L'appel le 16 octobre. Et on a envoyé cette proposition. Alors, moi, évidemment, je pense qu'elle a des bonnes chances, mais on verra. Donc, alors, admettons que ça marche. Et admettons, parce qu'il n'y ait pas d'atmosphère. Pourquoi dites-vous, et comment faites-vous pour... vous dites, on pourrait étudier la minéralogie de la surface de la planète. Alors ça, c'est fascinant. Donc, du coup, mais comment faites-vous dans ce cas ? C'est vrai que je vous ai fait une longue introduction pour expliquer tous les... Mais c'est très bien de... Vous m'avez pas perdu. Très bien, c'est parfait. Alors, en effet, donc on arrive à ce moment occultation. À nouveau, on regarde dans plein de longueurs d'onde différentes et on compare à différents modèles. Il se trouve qu'on voit que tous nos modèles d'atmosphère n'expliquent pas les observations. Il semblerait vraiment que il n'y a pas de grosses bosses dues à des molécules qu'on connaît. Alors là, il y a autre chose qui se passe, c'est que les cailloux eux-mêmes ont des signatures spectrales, en fait. Et les cailloux eux-mêmes ont des endroits où ils vont réfléchir plus ou moins la lumière, ou l'émettre plus ou moins. Et donc là, c'est ces signatures-là aussi qu'on regarde. Donc c'est aussi des signatures moléculaires, mais des roches. Donc le basalte, le granit, etc. n'ont pas la même signature, c'est ça ? Exactement. On est dans une partie où on parle vraiment de l'infrarouge. On parle vraiment du... Donc si vous aviez des yeux infrarouges ou une caméra infrarouge et que vous regardez, vous chauffez donc à la même température que Speculoos 3, donc elle est à 480 degrés Celsius, un truc comme ça. Vous chauffez différents cailloux. Des basaltes, des granites, des choses comme ça. Et vous regardez dans le thermique, vous n'allez pas... Il faut imaginer que vous allez arriver à disperser la lumière aussi. Vous ne verrez pas les mêmes signatures. Vous pourriez voir des éruptions volcaniques ? En théorie, oui. Alors, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de vendre. Non, mais oui, en effet, oui. Potentiellement, en fait, oui. Parce que c'est des événements qui varient dans le temps. Il y a une éruption, il n'y en a plus. Si on continue à la regarder, on peut voir des variations temporelles. Et on peut voir si il y a beaucoup plus de flux. On a des modèles, par exemple, pour quel serait le maximum d'émissions si vraiment c'était un caillou tout noir qui émet au maximum sa lumière. Dans ce cas-là, c'est vraiment le plus chaud qu'on peut avoir. Si c'est plus chaud que ça, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui émet de la lumière en plus, donc pourquoi pas une éruption volcanique. Et en plus, on voit bien, par exemple, avec la lune de Jupiter Io, qui est très proche de Jupiter, il y a des effets gravitationnels dus à Jupiter qui sont tellement énormes que ça provoque des éruptions volcaniques tout le temps sur Io. Donc pourquoi pas s'imaginer sur des systèmes comme ça. Alors Elsa Ducrot, je voudrais qu'on prenne un peu de champ. Parce que dans l'actualité des exoplanètes, il y a beaucoup de choses, mais il y en a une qui est sortie il y a quelques jours, c'était le 22 octobre, c'est l'annonce de la présence, de l'existence donc autour de la 4e étoile la plus proche du Soleil, qui s'appelle l'étoile de Barnard. Qui est à 6 années-lumière, c'est aussi une naine rouge, la découverte d'une planète tellurique de à peu près 3 fois la masse de Mars, c'est à peu près le tiers de la masse terrestre, température de surface 125 degrés estimée, etc. Et là, c'est le VLT, avec 225 nuits d'observation, c'est aussi proche de ce que vous disiez, qui tourne en 3,15 jours autour de son étoile, c'est très court. Oui, c'est moins court que Speculoos 3. C'est moins court. Ce qui est rigolo, c'est que l'instrument est un spectrographe qui s'appelle Expresso, donc comme quoi vous n'avez pas le monopole de la plaisanterie. C'est quelque chose de commun. Et la détection possible de l'influence de 3 exoplanètes autour. Alors, ça veut dire, on a l'impression, et en tout cas, dès qu'on regarde
autour de nous, on a l'impression qu'il y a, je dirais, au moins une planète tellurique autour de chaque étoile proche, que ce soit Proxima du Centaure, que ce soit l'étoile de Barnard, etc. Est-ce que ça veut dire que vous faites la démonstration aujourd'hui de ce que toutes les étoiles sont entourées de cortèges planétaires et qu'à coup sûr, on va trouver des planètes telluriques? Oui, en effet. Ce que l'on en retient au niveau des statistiques, c'est que c'est beaucoup plus fréquent, c'est normal pour une étoile d'avoir une planète. C'est pas rare du tout. En fait, même là, actuellement, dans les planètes qu'on a confirmées, donc celles où on a validé, on en a 5700, quelque chose comme ça. Et quasiment toute, une grosse partie a été découverte avec la méthode des transits dont je vous parlais. Mais comme on l'a dit, la méthode des transits, c'est biaisé. Il faut quand même que ça transite. Et cette probabilité, elle est faible. Mais donc, du coup, si on en voit autant qui transitent, c'est qu'en fait, il y en a aussi beaucoup plus qui ne transitent pas. Et notamment, la planète dont vous parlez, qui a été découverte avec Expresso, elle ne transite pas. Elle a été découverte avec une autre méthode, qui est une autre méthode indirecte, qui s'appelle la méthode de vitesse radiale. Alors ça, on peut en parler aussi, c'est la méthode d'effet Doppler, où cette fois-ci, on regarde les variations de luminosité, des décalages dans le rouge et dans le bleu de l'étoile, dû au mouvement de la planète qui est autour d'elle, qui l'a fait un petit peu bouger de son barycentre. C'est le lanceur de marteau qui est influencé par le marteau qui lance. Oui, c'est ça. Très, très bonne analogie. Et donc, le décalage de lumière, c'est la même chose que l'ambulance qui passe à côté de vous et vous voyez que c'est plus... Donc, c'est du mouvement, cette fois-ci. Voilà. Et donc, encore une fois, une variation temporelle également. Donc, pour revenir à tout ça, il y a plein de planètes qui ne transitent pas. Et en fait, on a plein d'autres méthodes pour confirmer ça. Il n'y a pas que les transits. C'est juste que c'est pour caractériser, pour aller regarder les atmosphères. Alors là, pour l'instant, c'est quand même la meilleure méthode. Parce que cette planète, par exemple, elle est super intéressante. Pareil, Proxima B, c'est une des planètes qui fait le plus rêver. Mais Proxima B, elle ne transite pas. Et donc, du coup, pour savoir si elle a une atmosphère, c'est pas possible actuellement. Sauf dans Avatar. Parce que c'est vraiment la planète Proxima. Avatar, quoi. Voilà. Eux, ils sont au courant, mais nous, on n'est pas encore au courant. Alors, on voit bien comment vous progressez. On voit aussi qu'arrivent de nouveaux instruments. On parlait du grand télescope, de l'ELT, Extremely Large Telescope qui arrive pour la fin de cette décennie. 32 mètres de diamètre, c'est pas une... 39 même. 39 mètres de diamètre, c'est pas une plaisanterie. Là, on va voir vraiment en détail, on aura des images de ces objets. Oui, alors l'ELT qui va être sur une montagne pas très loin du VLT, un télescope européen. On n'est pas très fort en nom au niveau des télescopes, mais par contre ils font des super télescopes. Vous lui donner des idées. Voilà, c'est ça. Par exemple, le futur gros télescope spatial américain, il s'appelle Habitable World Observatory, et nous c'est Extremely Large Telescope. C'est pas aussi vendeur. Mais donc 39 mètres, il faut juste savoir que c'est pas un seul et même miroir qui est coulé. C'est pas possible de couler un miroir aussi précis de 39 mètres. Donc c'est plein de petits segments. C'est un miroir segmenté. Mais ça marche très bien les miroirs segmentés. La preuve, James Webb, c'est un miroir segmenté. Parce qu'il ne rentrait pas 6,50 mètres dans la fusée. L'ELT, le grand avantage d'observer au sol, c'est qu'on peut avoir plein d'instruments. Et on peut avoir différentes générations d'instruments. Là, James Webb, quand il a les instruments qui ont été envoyés, qui sont à bord de James Webb, c'est pas du tout la pointe de la technologie parce qu'ils ont dû être finis bien avant le décollage et on peut plus les changer. Après, ils sont très bien, mais ils sont pas. On peut faire beaucoup mieux en fait au sol. Et avec l'ELT, là, il va y avoir une première génération d'instruments très innovants qui vont avoir énormément de choses. Et un d'eux, qui s'appelle Métis, je vais parler de celui-là, mais ils sont tous super intéressants. Métis va pouvoir faire de l'imagerie directe de planètes. Donc c'est ce qu'on disait cette fois-ci, de voir la planète. Pas viser n'importe quelle étoile, il faut aussi que la planète soit quand même assez lumineuse. On va pas regarder des zones habitables dès maintenant, mais on se rapproche de ces capacités-là. Et il y a un instrument qui est prévu pour la 3e génération, donc c'est pour un moment, c'est plutôt 2040, qui s'appelle PCS, et lui, il va pouvoir imager des planètes en zone habitable autour d'étoiles froides. Donc là, pour le coup, vraiment, on aura l'étoile sur le détecteur et la planète à côté. Alors qu'actuellement, on voit que l'étoile et on regarde... Donc ça, c'est 2040. Est-ce que c'est pas finalement un barreau sur l'échelle supplémentaire? C'est-à-dire, on découvre d'abord des planètes, ensuite, j'ai bien l'expression, vous les caractérisez. Oui, c'est vraiment le mot qu'on utilise. Vous les décrivez, vous essayez de savoir s'ils ont une atmosphère, de quoi ils sont composés, etc., etc. On sait qu'il y en a partout. En même temps, c'est très proche tout ce qu'on voit. On n'est pas loin. C'est quelques dizaines d'années-lumière. C'est pas le fin fond. C'est même pas le fin fond de la galaxie.
on sent bien que le dernier barreau va être compliqué. Essayer de découvrir de la vie, ou en tout cas quelque chose qui signe la vie, vous qui êtes amateur d'exobiologie, d'astrobiologie, on sent que ça va être compliqué. Qu'est-ce qui, à votre avis, va être déterminant dans ce que vous faites aujourd'hui pour raccourcir ce chemin ? Oui, en effet, exobiologie pour les Européens, astrobiologie pour les Américains, c'est pareil. Donc c'est l'étude de la vie sur Terre et ailleurs dans l'univers. Moi, en effet, ça me fascine. Je pense pas que je verrai de preuves de l'existence de vie ailleurs de mon vivant, honnêtement. Parce que là, James Webb, on est tout juste, on l'a répété, on est tout juste au moment de trouver des atmosphères autour de planètes rocheuses de la taille de la Terre. C'est génial, mais on est juste là. D'abord, il faut voir s'il y a une atmosphère, après, il faut regarder quelles molécules. Et même quand on voit quelles molécules, comment interpréter vraiment à partir seulement des signatures moléculaires. À supposer que vous trouviez du méthane, par exemple. Ouais, voilà, si on trouve du méthane, donc c'est super. Déjà, c'est génial. Je serais ravi de trouver du méthane parce que c'est une molécule très intéressante pour le vivant. Mais toute seule, non, pas forcément. Par exemple, Titan est rempli de méthane, mais Titan n'a pas l'air, pour l'instant, en tout cas, habitable. Après, par contre, c'est dans l'autre sens. Typiquement, on prend toujours l'exemple de l'oxygène. L'oxygène, on pense que, beaucoup de gens qui pensent que c'est la biosignature. Donc, biosignature, c'est signature de présence de vie. L'oxygène, ça serait une biosignature assez évidente. Parce que sur Terre, s'il y a de l'oxygène, c'est à cause de la photosynthèse. L'oxygène, normalement, ça se recombine très facilement avec les roches et les océans, ça disparaît vite. S'il y en a 20% sur Terre, c'est grâce aux arbres et aux plantes, etc. Donc quand on voit de l'oxygène sur une planète de la taille de la Terre, au bon endroit, pas trop loin, on se dit, mais bingo. Et en fait, non, pas forcément. Il y a plein de faux positifs et de faux négatifs qui rentrent en compte. Et notamment, un faux positif, sur Vénus, vous pouvez trouver de l'oxygène. Parce qu'en fait, il fait tellement chaud que vous pouvez avoir de casser des molécules de H2O et trouver des signatures d'oxygène. Et à l'inverse, si vous regardez une planète et vous ne voyez pas d'oxygène, vous dites alors celle-là ne m'intéresse pas, je passe à la suivante. C'est une erreur aussi, parce que si vous regardez la Terre dans l'Archéen, donc il y a fort longtemps, il y avait beaucoup de méthane dans l'atmosphère, et de CO2, mais pas d'oxygène du tout. Par contre, ça grouillait de vie dans les océans. Donc là, à nouveau, en fait, toutes les signatures moléculaires qu'on a, elles ont des faux positifs et des faux négatifs. Donc il faut en combiner plein. Et après, il faut combiner ces signatures moléculaires avec des signatures de surface. Donc par exemple, être capable de pouvoir voir la réflectivité de la surface. Donc ça, c'est imagerie directe. Et après, je finis juste là, il faut comparer avec des signatures temporelles. Donc voir une variation avec les saisons, des choses comme ça. Tout ça pour dire que c'est vraiment, imaginez un énorme arbre de décision, et dès que vous trouvez quelque chose qui va dans le bon sens, c'est bien, mais il y a que des étapes et des étapes. Et pour moi, l'annonce de découverte de la vie ailleurs, si c'est sur les exoplanètes en tout cas, ça peut venir de la planétologie du système solaire, ça c'est autre chose que je connais moins. Elle se fera vraiment par étapes. Je pense pas que ça sera un matin où on aura un papier qui sera sorti en mode parce que on a découvert la vie. Je vous trouve très prudente. Ah, faut mieux être prudent. Ouais, vaut mieux être prudent. Je comprends bien, mais vous mettez plein de bémols déjà. Oui, parce qu'en fait, dans les exoplanètes, c'est très vendeur, ce qui est super. Hein, c'est fascinant, je comprends très bien. Mais dans la communauté, on est tous prudents parce que peut y avoir certains collègues qui sont moins prudents et parfois la manière dont ça va être vendu, on peut croire que on a trouvé quelque chose alors qu'on l'a pas trouvé. Par exemple, moi c'est la première année, là j'enseigne en première année de licence à la fac et j'ai fait pour mon premier cours un questionnaire à l'aveugle, donc c'est en ligne, il y a pas leur nom donc c'est totalement anonyme et je leur ai demandé est-ce qu'on avait déjà découvert de la vie ailleurs dans l'univers que sur Terre. Et ils sont 90, il y en a 10 qui m'ont dit oui. Mais c'est pas leur faute, c'est aussi une manière parfois médiatique de vendre les choses qui fait que nous, vaut mieux qu'on soit surprudent, quitte à être moins vendeur, pour que les faits soient C'est bien... la méthode d'Hervé Cotin, ça. Oui, exactement. Hervé Cotin, ce qui est de la vie sur Mars. Voilà. Et il fait exactement pareil dans ses cours. Oui, en effet, c'est lui qui m'a donné l'idée. Elsa Ducrot, comment est-ce que vous avez découvert le ciel ? Oula, le ciel, quand j'étais petite, le fait, c'est-à-dire mon attrait pour l'astronomie, c'est ça ? Ouais. Parce que sinon, j'ai regardé... je fais un peu de poésie, là. Moi, je suis passionnée d'astronomie depuis toute petite, comme sûrement plein de gens dans cette salle, comme vous peut-être, j'imagine. C'était pas mon tout premier rêve, mais franchement, j'adorais ça et ça m'a un peu dès la primaire. Du coup, j'avais décidé que les sciences c'était mon truc et que l'astronomie c'était mon truc. Donc, ça m'a un peu conditionné peut-être à aimer les sciences. Ça, il se trouve que ça n'a fait que se renforcer avec le temps. Après, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était le côté de voir l'invisible. Donc on fait pas beaucoup d'astronomie quand on est à l'école, même primaire, collège, même lycée.
Mais dans les bouquins, grâce à Ciel et Espace notamment, Ciel et Espace m'a totalement guidée. Et on voit des très belles photos. Par exemple, moi, c'était des belles photos de nébuleuses qu'on voyait dans le visible et dans l'infrarouge. Ouais. On voit pas du tout la même chose parce que dans l'infrarouge, on voit les poussières. Et du coup, on a l'impression de voir à travers les poussières avec certaines longueurs d'onde, de voir des étoiles qui sont derrière. On a une sorte de... L'analyse de la lumière rajoute une troisième dimension, enfin, à ces images. Les trois dimensions. Bien sûr, la dimension existe, mais à ces images. Et ça, c'est ce qui me plaisait. Et en fait, après, dans mes études, je me suis dirigée vers une école d'optique pour faire de la lumière. Et après, il se trouve qu'en cette école-là, on est beaucoup parti en astronomie. Et ça a été mon cas. Et j'ai quitté l'instrumentation pour aller vers la recherche sur les exoplanètes. Donc voilà. Mais ça c'est, à la base, c'est juste, c'est plus un rêve. C'est le premier cours d'astronomie que j'ai eu de ma vie. Le vrai cours d'astronomie, c'était en master 2, quoi. Ah ouais, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup là. Je fais un petit promo. L'université Paris-Saclay, ils ont des cours d'introduction à l'astrophysique en licence 1. Et ça, moi, je pense pas que ça existe dans beaucoup d'universités. Et si je vous emmène dehors, là, vous me montrez les constellations? Quelques-unes, ouais, ça va, je suis pas trop mauvaise, mais je suis pas. Je pense que s'il y a des astronomes amateurs, ils sont bien meilleurs que moi ici. Alors Elsa, en 2023, vous avez reçu le prix Jeune Talent Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, donc pour vos recherches sur la vie extraterrestre, avec un slogan de la fondation que vous rappelez régulièrement, qui est le monde a besoin de science et la science a besoin de femmes. Ouais, c'est leur slogan. Alors, je dirais, quel constat dressez-vous actuellement dans le monde de la recherche en astronomie sur la place des femmes? On est toujours sous-représenté. Après, il y a énormément de changements. J'ai la chance quand même d'avoir ma grande-tante qui était physicienne nucléaire au CEA également, donc même endroit que moi, c'est assez incroyable de se retrouver là. Et on discute souvent de tout ça, on a quand même vraiment pas du tout la même vie. Elle a eu beaucoup plus de complications et beaucoup plus d'obstacles. Pas du ça. Il y a énormément de choses qui ont été faites grâce à sa génération et aux générations d'après. Donc il y a un accès qui est tout à fait, à la fois, on a accès aux mêmes études. Après, il y a des inégalités sociales qui rentrent toujours en compte, chez les hommes comme chez les femmes. Et c'est aussi un gros problème à adresser en même temps. Alors évidemment, bien sûr, avec cette fondation, c'est pour adresser la place des femmes, mais c'est plutôt sur s'adresser aux biais de genre. Parce qu'en fait, les biais, ils se créent super jeunes. C'est vraiment... Là, dès la primaire, j'ai animé la fête de la science à l'Observatoire de Meudon. Et déjà, dès la primaire, on entend les phrases comme quoi, chez les filles, c'est plus récurrent de « c'est pas pour moi », alors qu'elles nous répondent très bien aux questions, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelque chose qui est assez récurrent. Moi, j'ai eu la chance d'être très bien entourée par des parents qui croyaient plus que moi que j'allais être astronome, donc c'était facile. Et des amis aussi qui ont toujours cru. Alors que j'ai jamais été la première de la classe, je tiens à le mentionner. C'est une question de motivation. Et aussi de soutien. C'est pas que de la motivation, évidemment, ça dépend vraiment dans quel milieu on grandit. Les remarques les plus déstabilisantes que j'ai reçues, c'est les parents d'autres amis. Par exemple, quand je disais ce que je voulais faire comme métier, on me disait que c'était quand même pas très sexy. De faire astrophysicienne, c'est pas très sexy. Bon. Il se trouve que moi je m'en fichais parce que j'étais soutenue ailleurs, mais je peux comprendre que quand on n'a pas le soutien ailleurs, c'est quand même des choses qui marquent. On a ce genre de réflexion, on les a. Après, moi, j'ai un milieu social favorisé, je tiens quand même à le rappeler aussi. Et dans ce prix L'Oréal, on l'identifie, on le sait, on est beaucoup à venir de ce milieu social favorisé. Donc, c'est une double lutte sur les deux aspects. On reste quand même, j'aurais dit les statistiques, on est à peu près, on doit être 23% de femmes en astrophysique, c'est quand même pas non plus énorme. Et notre rôle, nous, avec ces genres de prix-là, moi j'en suis très fière, c'est d'aller faire des conférences grand public chez les plus jeunes, ça c'est vraiment génial d'aller en primaire, mais aussi lycée, collège, pour juste faire découvrir les métiers, en fait, montrer qu'il y a du choix, on force personne à faire quoi que ce soit, mais montrer que tout est possible, peu importe si vous êtes un garçon ou une fille, si vous êtes intéressé, les portes sont ouvertes, et ou alors, si ça ne l'est pas trop parce qu'il n'y a pas assez de soutien, trouver un petit peu des mentors qui vont vous aider à contacter la bonne personne ou à écrire la lettre de motivation. Une identification aux personnes. Ouais, ça marche. Ça marche assez bien. Alors après, je pense que ça marche sur une certaine catégorie de personnes qui peut les voir, évidemment. Mais je pense que en effet, ça marche. Parce que rappeler Marie Curie, c'est pas facile aujourd'hui. Non, Marie Curie, c'est le pire exemple parce qu'elle est beaucoup trop brillante. Puis surtout, elle est morte. Oui, aussi. Parce qu'il est difficile de s'identifier quelqu'un qui est plus là. Surtout quelqu'un qui a 2 prix Nobel. Enfin, je veux dire. En plus de prix Nobel. On peut être
scientifique et pas avoir de prix Nobel, hein, sans faire de la science très correcte. C'est un métier, évidemment. C'est un métier comme un autre qui est passionnant, mais il faut aussi casser le mythe, mais pour tout le monde, hein, pour les hommes comme pour les femmes, il faut casser ce mythe du scientifique savant fou qui est tout seul dans ton labo, parce que déjà c'est faux, on est en collaboration permanente avec des tas de personnes, notamment énormément à l'international. Moi, parmi les collaborateurs les plus proches ne sont pas en France, ils sont en Angleterre ou aux États-Unis, on est, il y a des hommes, des femmes, jeunes, plus âgés, il y a vraiment tout le monde et on a beaucoup de communication, on n'est pas du tout seul, on n'est pas du tout hargneux les uns contre les autres. C'est ce que je vous disais. Même s'il y a de la compétition. Il y a de la compétition, parce que notamment pour l'avoir un poste permanent, c'est compétitif, donc ça demande une intensité, on demande de publier, on demande beaucoup de résultats pour avoir des postes qui sont rares. Mais je trouve, par exemple, dans les exoplanètes, avant, c'était beaucoup plus compétitif parce qu'il y avait peu de planètes, donc tout le monde se les arrachait, on va dire, en quelque sorte. Et maintenant, on en a tellement, et puis on a tellement de télescopes aussi. Bon, évidemment, James Webb, la compétition est énorme, mais il y a plein d'autres sujets à faire en exoplanétologie, autres que James Webb, que ce soit du VLT, des projections pour l'ELT, ou alors découvrir des planètes avec TESS, qui est un satellite en orbite autour de la Terre. Enfin, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses. Et en parlant avec des personnes qui sont dans le domaine depuis beaucoup plus longtemps que moi, ils voient aussi que vraiment la compétition au niveau, en tout cas entre scientifiques en exoplanétologie, s'allège vraiment parce que on a vraiment de quoi faire pour tout le monde. On a tellement de données. Par contre, j'ai l'impression que la grande difficulté, c'est d'accéder à des postes de responsabilité pour les femmes, en particulier direction de laboratoire, direction d'institution. Là, il y a sans doute un point bloquant aussi. Ça, c'est vrai que c'est encore, en tout cas dans les laboratoires où moi d'expérience, c'est le cas. Et puis statistiquement aussi, si on regarde la statistique, c'est toujours le cas. J'ai bon espoir que ça change avec les démarches des différentes démarches qui sont faites et le fait d'en parler aussi. On en parle de plus en plus. Moi, c'est quelque chose dont on ne parlait pas du tout quand j'étais au lycée. Je pense que vous aussi, il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout de la place des femmes en sciences. Donc voilà, c'est juste quand c'est quelque chose de conscient. On a plus de chances de sortir de ces biais-là. Après, moi, mon espoir, c'est qu'un jour, on n'ait plus tous ces problèmes-là et que du coup, même un prix comme le L'Oréal ne soit même plus nécessaire parce qu'on aura une vraie équité. Mais il y a encore quand même pas mal de freins et le conseil de l'égalité n'allait pas dans le bon sens au niveau des rapports. Donc vous lutterez contre les fake news après, c'est pas ce qu'il a manqué. Non, mais notre mission, du coup, en tant que femme en sciences, nous, c'est bien sûr la représentation, mais continuer à faire de la vulgarisation à tous les niveaux, surtout chez les plus jeunes, dès le début, mais aussi chez les plus âgés, parce qu'il y a des parents, il y a des gens, la manière dont ils vont éduquer leurs enfants, ça joue beaucoup. Voilà, moi, je pense que mon éducation a été primordiale dans le fait que je n'ai pas senti d'obstacle majeur à aller en sciences. J'ai plusieurs amis qui voulaient faire des sciences qui ont été bloqués plus par leurs parents en disant que c'était quand même ça paraissait compliqué, que c'était pas trop pour elles. Gagnez pas assez d'argent peut-être aussi. Oui, il y a le côté de l'argent, mais il y a aussi le côté c'est pas pour toi. Ça c'est quelque chose quand même qui revient souvent. Mais voilà, ça change. Préjugé bien solide. Souvent, c'est pour les garçons et c'est pas pour toi. Mais même il suffit d'aller. J'étais encore désolé, je donne les noms, mais j'étais chez Cultura il y a pas si longtemps et vous allez au rayon jouet et puis voilà, vous voyez très bien. J'ai la photo sur mon téléphone, donc si vous allez au rayon jouets, tous les jouets de science, même les microscopes, les loupes, tout, c'est que des garçons sur les boîtes, c'est tout le temps. Il y en a, sur le truc de chimie, il y avait une fille, mais elle est derrière en fait, en mode assistante de labo. J'étais un peu choquée. Et bon, bien sûr, les filles, c'est que les ateliers, les métiers à tisser, ateliers de perles, il y a pas de problème, c'est très intéressant aussi, mais le fait de genrer, en plus c'est genré en couleur aussi, donc c'est évident qu'il y en a un garçon, un fille, ça joue aussi pour que quelqu'un qui n'est pas conscient de tout ça, on va penser je dois faire un cadeau, je vais prendre celui qui est pour le garçon si c'est un garçon. C'est des biais qui vont prendre beaucoup de temps, tout ça, mais je suis optimiste. Et astronome, astrophysicien, c'est un métier. Ah bah oui, bien sûr. Vous avez une vie à côté. Oui. mais c'est important de le dire. Oui, c'est un métier comme un autre. C'est pas une vocation. Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec cet aspect. C'est important de le rappeler parce que à chaque fois quand on dit quand on dit qu'on n'a pas un salaire excessivement valorisant par rapport au niveau d'études, moi ça va quand même une fois qu'on est permanent et tout.
Mais à chaque fois, les gens répondent oh mais oui, mais toi t'es passionné, donc c'est pas grave. Bah, ça reste quand même un métier, donc la passion fait pas tout. C'est bizarre d'ailleurs, on vous paye pour faire ce que vous aimez. C'est dingue ça. Non, on a des horaires qui sont quand même assez conséquentes parce que évidemment, bah voilà, on a une liberté énorme, c'est la grande avantage de ce métier. Mais quand vous donnez de la liberté à des gens qui ont des métiers qu'ils aiment, en général, ils font beaucoup plus d'heures que ce qu'il faut. Et donc c'est un peu ce qui nous arrive, on fait beaucoup d'heures et après il y a un peu du mal aussi à faire la frontière entre perso et pro parce que on nous demande toujours beaucoup pour avoir ces postes permanents, on nous demande de faire des doctorats évidemment. Doctorat on est quand même payé, hein, moi je considère ça comme un travail le doctorat, mais à la fin du doctorat il y a la soutenance, qui a beaucoup de pression, il faut publier des papiers pour avoir le bon post-doctorat. Pendant le post-doctorat, il faut publier des papiers beaucoup pour pouvoir avoir un bon CV, pour aller se présenter au concours. En France, c'est les concours du CNRS. Ailleurs, dans l'étranger, ça va être des positions sur des universités. Là, on se retrouve avec très peu de postes pour énormément de candidats qui ont des CV à rallonge. Si vous saviez les CV les plus incroyables qu'on a dans nos collègues, c'est incroyable, c'est sans fin. Et en fait, il y en a qui n'auront pas le poste. Et ça joue beaucoup sur le mental. Et le fait de toujours vouloir avoir plus de publications, toujours plus, etc., ça joue aussi sur le fait que la vie perso, parfois, le temps diminue. Donc c'est un équilibre à trouver et c'est pas forcément évident. Moi je sais qu'en fin de thèse j'avais un peu perdu cet équilibre-là et je l'ai retrouvé en rentrant en France après. Mais ouais, et pour vous les rencontres ont beaucoup compté parce que vous êtes tombé dans des bonnes équipes avec des gens très impliqués. Ça aussi c'est quelque chose d'important dans je dirais bien sûr. Dans votre carrière. Bien sûr, moi c'est ce que je dis toujours. Je suis toujours au bon endroit au bon moment. Franchement, c'est assez incroyable parce que pour ma thèse, donc j'ai fait ma thèse à l'université de Liège avec un statut de visiteur à l'université de Cambridge et je suis arrivé au moment de la découverte du système trappistin. Donc en fait, c'était l'énorme vibe parce que c'était un système hyper remarquable. Pour vous dire, depuis la découverte, il y a eu plus de 280 papiers sur trappistin, donc c'est vraiment énorme. C'est quand on dit, on a même organisé une conférence trappistin, donc une conférence scientifique que sur un système exoplanétaire. Donc c'est vraiment, ça n'a jamais été fait. Donc je suis arrivé sur cette vague que j'ai pu surfer toute ma thèse. J'ai eu accès à 1000 heures de données Spitzer. Je pense qu'il y a peu de gens dans le monde qui ont eu cette chance-là. Et moi, c'est pas moi qui l'ai, on me l'a donné, quoi. C'est parce que mon maître de thèse les avait et qu'il n'avait pas le temps de les traiter. Et donc ça n'empêche rien à la carrière, mais c'est quand même quelque chose d'excessivement... j'ai vraiment beaucoup de chance. Et après, à mon retour en France, je suis arrivée au CEA. Et le CEA, c'est eux qui ont construit, en partie, un des instruments qui est à bord du James Webb. Et pour ça, ils ont du temps garanti sur le James Webb. Ils avaient 250 heures garanties parce qu'ils avaient construit l'instrument. Et moi, je suis arrivée au moment du décollage du James Webb. Donc, encore une fois, vraiment le timing parfait. J'ai eu le droit d'accéder à toutes ces données qui étaient garanties parce qu'il y a des gens du CEA bien avant moi qui avaient travaillé sur l'instrument. Donc ça, voilà, à la fois des petits coups de bol comme ça, et puis après beaucoup de collaboration aussi en manière générale. C'est pas du tout solitaire comme travail. Bon, donc on ne se perd pas de vue parce que je vois que vous avez la baraka. Exactement. On ne se perd pas de vue. Je vous remercie beaucoup d'avoir transité par ici. C'était quand même quelque chose d'important et j'ai gardé juste une petite phrase de conclusion, mais qui est de Carl Sagan dans Contact, parce que vous qui aimez l'exobiologie, Sagan écrivait « Si nous étions seuls dans l'univers, ce serait un beau gâchis d'espace ». Je vous remercie beaucoup. C'est la...